Salam alaikum, Massa al-Khair, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Shadi Barakat, Youssor Abou Salha et Razan Mohamed Abou Salha, 3 étudiants âgés de 19 à 23 ans, ont été tués mardi 10 février dans un complexe immobilier de Chapel Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ce drame a fait énormément de bruit, notamment chez la communauté musulmane qui dénonce le silence des médias et la terminologie employée par certains pour déterminer les convictions de l'assassin. Alors, n'est-il qu'un simple psychopathe ou un terroriste islamophobe? Peut-être que mes invités de ce soir ont déjà leur réponse. Safia Bihmed, salam alaikum. Wa alaikum salam. Safia, vous êtes étudiante en journalisme à l'ULB. Effectivement. À votre gauche, nous avons ce soir Hajib El-Hajjaji. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes vice-président du CCIB, donc le collectif contre l'islamophobie en Belgique. Alors, avant de parler des convictions et des intentions du tueur en tant que Belge de confession musulmane, comment vous avez appris cette nouvelle, ce drame, Safia? Mais écoutez, c'est vrai que ce drame, comme tout être humain, en fait, m'a touchée. Mais effectivement, vu le fait que je partage cette même culture, on peut se dire que j'aurais été un peu plus touchée que d'autres événements. Chose qui est normale humainement, mais premièrement, primitivement, c'est ainsi que l'être humain réagit. On est touché par les personnes qui partagent la même culture que la vôtre. Mais effectivement, il y a aussi une distance à avoir et de se dire, de s'élever et de se dire que ça peut toucher n'importe quel être humain. Et il faut effectivement être touché par n'importe quel être humain. Rien ne peut et ne pourra justifier le crime d'un être humain, quel qu'il soit, de quelle culture qu'il soit. Effectivement. Donc, moi je l'ai appris via les réseaux sociaux, donc c'est évidemment un vecteur d'information important et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Safia, c'est que imaginez qu'on puisse aujourd'hui tuer des gens pour ce qu'ils sont, puisque des personnes ont été tuées, elles étaient chez elles, des étudiants, donc je veux dire, il n'y avait pas de menace a priori, et moi ce qui m'a choqué, c'est qu'à un moment on a mis en balance la possibilité que ce n'était pas vraiment un acte islamophobe, c'était une querelle de parking. Alors même si c'est une querelle de parking, j'imagine mal comment, en passant même par cette version-là des faits, on puisse accepter le fait qu'on tue des gens pour ce qu'ils sont. Donc effectivement, pour moi, c'est un crime de haine, c'est un crime abject, inacceptable. Oui. Et ce qui a été le cas au niveau du CCIB, c'est que oui, nous avons été interpellés par des gens qui ont souligné en tout cas le 2 poids 2 mesures dans le traitement de l'information et dans la condamnation politique. Oui. Alors, donc pour vous, c'est un acte islamophobe? Je dirais qu'il faut être prudent. Donc moi, je ne peux baser un jugement que sur base des informations dont je dispose. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si ça avait été une querelle de parking, à tout le moins, peut-être ça aurait pu viser l'auteur, le conducteur, mais je ne comprends pas pourquoi ça a été élargi à d'autres personnes. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Le deuxième, c'est que les médias se sont précipités sur notamment les réseaux sociaux, le profil du tueur, de l'assassin, et qu'ils ont vu sur son profil des informations laissant paraître en tout cas une certaine animosité envers la religion ou les religions en général, et des messages qui laissaient clairement entendre que derrière une volonté de la part de l'assassin de vouloir critiquer la religion musulmane, ça est bien entendu tout à fait acceptable, là on est sur autre chose, on est sur un passage à l'acte où on a ôté la vie à des personnes innocentes. Ouais, c'est ce qui apparemment c'est ce qu'il aurait écrit dans plusieurs posts sur son Facebook, donc le Facebook de l'accusé. Il s'appelle Greg Stephen X, il a 46 ans. Donc il aurait publié plusieurs posts dans lesquels il accuse la religion d'être arrogante et manipulatrice. Il aurait écrit également, j'ouvre les guillemets, bien sûr, je veux que la religion disparaisse. Donc c'est plusieurs éléments qui viennent appuyer votre thèse. C'est pour ça qu'il va falloir attendre la fin de l'enquête et voir comment on statuera sur ce dossier. Mais des éléments dont on dispose aujourd'hui, on ne peut pas écarter le fait que ce soit un acte islamophobe et juridiquement parlant, c'est un crime de haine basé sur la conviction religieuse, dans ce cas-ci la conviction musulmane. Alors Safia, ce terme-là donc de islamophobe employé par Hajib El-Hajjaji et vous également n'a pas fait la une et n'a pas été associé directement au tueur. Pourquoi, à votre avis?
Écoutez, il faut attendre que l'enquête suive son cours. Les faits sont les faits. Est-ce parce qu'il était énervé parce qu'on lui avait volé sa place de parking? Donc il faut que l'enquête suive son cours. Mais effectivement, les faits sont les faits aussi. Sur les réseaux sociaux, on voit que cette personne est assez haineuse envers toutes les religions. Et donc il y a de quoi se poser quelques questions. En tout cas, on en reste pour le moment au fait. 3 étudiants sont morts. Et on attend le reste de l'enquête si c'est dû à leur appartenance religieuse ou pas. Alors il le dit à plusieurs reprises, même sur son Facebook, qu'il est athée, donc il acclame son athéisme. Donc voilà, c'est une guerre des religions. En tout cas, il a tué ces 3 étudiants parce qu'ils étaient musulmans. Vous attendez la suite de l'affaire pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce drame. Alors récemment, il y a eu l'attentat à Copenhague où 2 morts ont été tués, dont un juif près d'une synagogue. Et c'est là où on peut constater les différences des termes employés, puisqu'ici on parle de terroriste pour désigner l'auteur des crimes et non de psychopathe. Mais écoutez, tout dépend de la personne qui tient la plume, tout dépend de l'éditorialiste, tout dépend du directeur de l'information, de savoir comment angler l'information. Donc si pour lui il s'agissait juste d'un psychopathe et pour d'autres il s'agissait d'un acte antisémite à Copenhague, voilà, c'est lui qui tient la plume. Donc ça reste encore à confirmer. Effectivement, à Copenhague, les faits sont avérés. C'est parce qu'ils étaient juifs qu'ils ont été tués. Mais l'enquête suit encore son cours, effectivement, et c'est au rôle des journalistes d'éclaircir un peu cette affaire. Ouais, je dirais que terrorisme renvoie peut-être d'abord au fait de commettre des actes de terreur et donc la volonté de faire peur. Et c'est clair que dans les 2 cas, je vais dire, on est dans ce registre-là. Psychopathe, peut-être, va plus essayer de se centrer sur la psychologie de l'auteur et peut-être laisser entendre qu'il serait dérangé. Donc, moi, je pense que nous devons nous réunir tous ensemble pour condamner de la même façon les actes qui touchent des innocents, quels qu'ils soient. Et le fait que... C'est un peu ce que dénonce, excusez-moi de vous couper, mais c'est un peu ce que dénonce la communauté musulmane. C'est le traitement différent des meurtriers, des assassins, qu'ils soient psychopathes ou pas. Donc ici, en l'occurrence, il dénonce le fait que le mot terroriste n'a pas été utilisé pour Greg Stephen X, donc le meurtrier des 3 étudiants de confession musulmane, et le terme directement utilisé attribué à l'assassin de Copenhague de terroriste. Je vais dire ça, c'est aussi produit par le passé, le fait d'avoir eu Anders Breivik, qui lui aussi à un moment est allé à tuer des innocents, montre que là on l'appelait tueur fou. On a essayé aussi d'amener ça comme étant un acte isolé. Donc là, au niveau des médias, il y a un travail à faire. Il faut pouvoir travailler d'une façon harmonisée la condamnation. Peut-être un élément de différence que je verrais ici de premier abord, c'est que aux États-Unis, le tueur, il faudra vérifier s'il fait partie d'un groupe terroriste, radical, quel qu'il soit, tandis que ce qui s'est passé à Copenhague, visiblement, est en lien avec l'actualité. Et là, c'est clair qu'on peut rattacher ça à un groupe, à une idéologie dangereuse, certes, violente, qui pour moi, avant de lui mettre l'étiquette d'islam, relève d'abord de la violence politique, et où l'islam est instrumentalisé pour faire passer un message de haine. Alors justement, après cet attentat donc à Copenhague, Benjamin Netanyahu qui appelle les Juifs d'Europe à faire leur alia, à émigrer en Israël, puisqu'il estime qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Est-ce que vous, Safia, donc vous êtes étudiante belge de confession musulmane, vous vous sentez en sécurité ici en Belgique suite aux actes, aux propos islamophobes qu'il y a un peu partout en ce moment en Europe? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, on peut avoir peur et être submergé par ces émotions, mais il y a une distance à faire par rapport à cela. Il y a d'essayer d'être un peu plus critique par rapport à ce qui se passe et de continuer à vouloir se vivre ensemble malgré ce climat effectivement assez terrible qui plombe assez l'ambiance. Donc moi, ce que je fais personnellement en tant qu'étudiante à l'ULB,
qui est musulmane, qui se retrouve un peu en minorité, je reste ouverte d'esprit, je continuerai, et je continue toujours de parler, de parler sereinement et de lier des liens d'amitié avec des personnes d'une autre confession ou d'une autre culture que la mienne. Et c'est ce qui permet justement de dédramatiser la situation. Parce qu'effectivement, si on est un peu trop pris par le carcan des médias, trop pris par ce qui se passe, on se retrouve vite émergé inondé par ces émotions. Et je voulais aussi revenir sur ce traitement médiatique. Ça fait depuis belle lurette qu'il y a un traitement médiatique différent entre ce qui est arabe musulman et ce qui se passe par exemple on prend l'autre dualité qui est l'Occident. Oui. Alors vous êtes on va dire, la mieux placée ce soir pour en constater, puisque vous êtes étudiante en journalisme. Est-ce que vous voyez des différences de traitement ou de code journalistique? Oui, et ça s'est passé, ça peut se remarquer depuis bien longtemps. Edouard Saïd, en 1992 déjà, déclarait le fait que oui, les musulmans se font matraquer dans les médias, etc. Il y a des actes islamophobes, des actes anti-arabes. Il y a des massacres au Proche, au Moyen-Orient de musulmans et de personnes arabes, mais les médias occidentaux prennent cela à la légère. Effectivement, oui, il l'a remarqué, et tandis que pour ce qui se passe en Occident, les meurtres d'occidentaux, c'est monté en flèche. Effectivement, on va dire, Edouard Saïd dénonce un peu ce mépris lui aussi, et c'était déjà il y a bien plus de 20 ans de cela. Et je dirais même plus que par rapport, je disais tout à l'heure au début d'émission, on est plus touché par les événements, on appelle ça la mort kilométrique, donc par les personnes qui partagent la même culture ou les événements qui se passent pas très loin de chez nous. On est un peu plus touché. Et effectivement, il y a eu, c'était en 2004, les événements, la catastrophe du tsunami, c'était en 2004. Les médias occidentaux étaient braqués par rapport à ces événements, à cette catastrophe naturelle, tout simplement parce qu'il y avait plein de touristes occidentaux en Indonésie lorsque le tsunami est arrivé. Et alors que 10 mois plus tard, il y avait eu une autre catastrophe naturelle, mais au Pakistan, qui a aussi fait plusieurs dizaines de milliers de morts, si je ne me trompe pas. Et ça n'a pas fait autant fait autant de tapage médiatique, parce que ce sont des Pakistanais, ce sont des personnes éloignées de notre culture, etc. Et c'est pareil aussi pour les médias arabes. Vous avez aussi un traitement médiatique tout à fait différent. Et voilà, et moi en tant qu'étudiante qui a cette chance d'avoir été en secondaire dans une école catholique et puis qui a choisi d'aller dans une université laïque, j'ai cette chance de côtoyer le plus de cultures différentes, le plus de personnes différentes, pour pouvoir m'ouvrir et me sentir non pas communautarisée entre musulmans d'origine maghrébine, mais en étant avec des personnes de toutes confessions diverses et en me sentant citoyenne du monde en fait, et en essayant de ressentir et en essayant de vouloir le bien dans mes actions, dans ce que je fais dans mes études ou plus tard dans ma vie professionnelle, en essayant d'être le plus proche possible de l'intérêt public humain. Donc, voilà. Vous agissez en tant qu'actrice et non victime de la société. Hajib, est-ce que vous partagez l'avis de Safia? Mais je trouve que c'est grave qu'un responsable politique puisse appeler comme ça une partie d'une population qui est citoyenne, qui est belge, qui vit en Belgique durablement avec ses enfants, avec sa famille. Et c'est un très mauvais message qui est envoyé. Et je constate depuis l'affaire Charlie Hebdo que comme ça, à plusieurs reprises, l'actualité du Proche-Orient est en train de venir de s'importer justement dans ce qui se passe ici en Europe, et il faut bien faire la part des choses. Donc les Juifs de Belgique sont des citoyens à part entière, ils méritent de pouvoir vivre dans la sécurité, dans le respect, comme l'ensemble des citoyens, et aujourd'hui il y a des mesures de protection envers l'ensemble de la population qui sont nécessaires, mais cette idée de parce qu'il serait juif, il devrait retourner dans une patrie. Ouais. C'est un peu contradictoire, hein, parce que quand on dit voilà, il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien, et là quand on voit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en personne, oui, qui
Il leur dit venez ici, c'est votre terre. Je pense que ça répond peut-être à des logiques politiques d'Israël même, mais nous ne devons pas rentrer dans ces considérations-là. Ce sont des citoyens, ils méritent de pouvoir vivre en sécurité, en paix, comme je l'ai dit, comme l'ensemble de la population. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à un moment, l'antisémitisme est une question importante. Nous devons lutter contre tous les racismes. L'islamophobie, l'antisémitisme, la romaphobie, la négrophobie, il faut pouvoir lutter ensemble. Et si on ne le fait pas, ma crainte, c'est qu'il y ait une instrumentalisation d'une crainte, d'une peur, d'un questionnement légitime d'une partie de la population pour l'amener à poser un acte qui est celui d'immigrer vers un lieu de résidence. Et ça, nous devons nous battre tous ensemble en tant que citoyens pour assurer la sécurité et le vivre ensemble en Belgique et ne pas se laisser déstabiliser par des demandes qui viennent de pays étrangers. Le problème des termes, donc l'appellation des... appelons un chat, comme l'a fait récemment Manuel Valls, où il a mis un nom au terrorisme, un nouveau nom au terrorisme, il l'a appelé islamo-fascisme. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle appellation, on va dire fashion? Il aurait pu appeler ça islamo-fashion, c'est tendance. Il a eu pas mal de réactions, ça a suscité pas mal de polémiques après ses propos. C'est la première fois qu'il utilise ce terme. Que pensez-vous de ce terme? Est-ce que pour vous c'est un amalgame? Est-ce que c'est dangereux? Je pense d'abord que le terme n'est pas nouveau. Il a été utilisé, il est encore utilisé, mais par des franges plutôt néoconservatrices. Et donc, de voir un responsable politique important utiliser le vocabulaire d'officine conservatrice, d'autant plus qu'il est membre du Parti socialiste français. Gauche, exact. Donc on se dit de gauche, progressiste, etc. Il y a une volonté d'utiliser des mots qui choquent, qui font peur, et c'est clair qu'accoler comme ça le mot islam et le mot fascisme va avoir un impact médiatique. Et en ce sens, il a eu son objectif. Je pense, par le passé, on a vu dans des journaux français la notion qui apparaissait d'islamo-braqueur. Des personnes maghrébines qui avaient braqué une banque et donc le journaliste avait pondu comme ça un nouveau mot. Et donc aujourd'hui, on voit comme ça une inflation de termes dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on est en train de combiner des idées et de rattacher ça de près ou de loin. Alors certains diront à l'islamisme, d'autres diront à l'islam même. Donc il faut clarifier aujourd'hui les termes du débat, il faut dénoncer les utilisations, les instrumentalisations de la question de l'islam, du terrorisme, etc. Et c'est important et c'est un travail des journalistes de poser des questions et d'obliger justement les responsables politiques à clarifier les termes dont ils se revendiquent. Alors revenons sur l'attentat à Chapel Hill, en Caroline du Nord. Obama, le président des États-Unis d'Amérique, s'est exprimé après 3 jours. Est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce que pour vous il avait peut-être autre chose à faire? Comment vous ressentez ça? Il s'est exprimé, voilà, il a avoué, il a donné ses condoléances aux familles des victimes. Vous trouvez ça normal? Safia? Écoutez, bon, c'est vrai que j'essaie de prendre une distance critique due à ma formation de journaliste, mais effectivement, il faudrait lui poser creuser et poser un peu la question. Pourquoi? Est-ce pour des aspirations politiques? Est-ce que les musulmans n'ont pas tant de poids que ça? Si c'était des Saoudiens, par exemple, est-ce qu'il aurait fait cette déclaration dans les minutes qui suivent pour pouvoir garantir de bonnes relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis? Ici, ce sont des citoyens américains, donc c'était un peu changeant, donc il faut savoir un peu doser, un peu savoir pourquoi les choses se disent ou se disent pas. Il y a toujours effectivement des aspirations politiques derrière. J'irai, on va essayer de voir le positif. Il a condamné. Et le fait qu'il ait condamné, c'est déjà une bonne chose parce que la parole du président des États-Unis, c'est une parole qui compte. Mais c'est vrai que sur le délai, on peut peut-être qu'il a condamné, excuse-moi de vous couper, peut-être qu'il a condamné après qu'il ait entendu le Premier ministre turc peut-être lui faire une réclamation parce qu'il a dit... Oui, effectivement, tout à fait. Donc c'est vrai, monsieur. Un peu spécial. Donc, le président Erdogan avait interpellé en disant si vous ne condamnez pas, on est en droit de pouvoir se poser la question du 2 poids 2 mesures. Et je pense effectivement que c'est interpellant.
si nous sommes dans un état de droit et si cet état de droit accorde la même égalité à l'ensemble des citoyens, eh bien, il faut pouvoir condamner avec la même force. Mais on pourra aller plus loin. Vous savez, par le passé, quand il y a eu des meurtres commis par des personnes qui se revendiquaient de l'islam, il y a eu ce large mouvement citoyen Not in my name. On pourrait se poser aussi la question pourquoi aujourd'hui on ne verrait pas un mouvement Not in my name de personnes qui sont athées ou qui n'ont pas de religion et qui pourraient à un moment se désolidariser de l'acte de ce monsieur. Moi, je n'en vois pas nécessairement l'urgence ou l'impératif nécessité. Je pense que les gens sont d'abord responsables de ce qu'ils font et qu'en tant que citoyens, par contre, nous devons condamner tous les actes de haine et les crimes de haine. Oui, effectivement, je voulais juste rappeler, effectivement, donc, en tant qu'être humain, on se dit... une vie humaine est égale à une autre, il n'y a pas de différence à faire, mais ne soyons pas naïfs. Si M. Erdogan n'avait pas eu cette grandeur diplomatique, il n'y aurait pas eu, cette prise de position de M. Obama. En tout cas, si c'était un autre pays musulman avec un poids politique bien plus faible que M. Erdogan, ce serait passé complètement différemment. Donc effectivement, il faut avoir cette distance critique et ne pas être naïf par rapport à ce qui se passe dans le monde. Effectivement, les musulmans, le monde arabo-musulman n'est pas son histoire de grandeur, n'est pas sa plus grande période de puissance, et les musulmans font grandement partie, il y a plusieurs pays musulmans, en tout cas, qui font partie du tiers-monde. Donc, à la fin, on comprend pourquoi il n'y a pas trop de voix aux faibles. Voilà. Hajib El-Hajjaji, vous êtes donc vice-président du CCIB, collectif contre l'islamophobie en Belgique. Donc, vous luttez justement contre l'islamophobie. Ce drame, est-ce qu'il est venu déstabiliser donc, la tuerie en Caroline du Nord? Est-ce qu'il est venu déstabiliser, on va dire, les membres de votre collectif? Où justement vous êtes sorti plus motivé à lutter contre l'islamophobie, les propos, les actes islamophobes du quotidien? Je dois reconnaître que le début de cette année est vraiment effrayant. Puisque vous avez du travail. Hein, voilà. Vous avez eu du travail depuis pas mal de temps. Depuis fin de l'année passée. Donc il y a eu toute une série et vraiment une succession d'événements, de faits, d'actualités. Et puis aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, c'est à la fois au niveau local, au niveau national, au niveau international, et des actes horribles qui s'enchaînent et qui font que la période est vraiment très difficile. On est dans une période où on a l'impression que ce sont les extrémismes qui se parlent. Et derrière ces extrémismes, les gens ont peur. Et aujourd'hui, il y a des peurs aussi qui se parlent. Et il est urgent que nos responsables politiques prennent la mesure. Je pense notamment pour la Belgique, un plan national, je dirais même radical, de lutte contre les discriminations, de lutte contre les crimes de haine. Il faut pouvoir donner un signal à la population que la sécurité du citoyen, c'est un droit fondamental et qu'il faut pouvoir la lui assurer. À côté de cela, l'islamophobie, vous savez, ce n'est pas simplement des discriminations, des crimes de haine. Il y a aussi un contexte qui est là. Il y a des personnes qui sont des intellectuels, qui sont des élus, qui ont justement une vitrine médiatique et qui propagent des idées de façon fréquente, régulière, qui laissent entendre que l'islam est exogène à l'Europe ou à la Belgique, ce qui est faux, que l'islam serait par nature violent, ce qui est faux. Et il faut pouvoir aujourd'hui se rendre compte que ce discours-là, il alimente une atmosphère qui véritablement crée un passage à l'acte. Alors aujourd'hui, nous, dans ce qu'on a au collectif contre l'islamophobie en Belgique, c'est des paroles verbales qui sont violentes, qui sont stigmatisantes, mais on a aussi parfois un basculement vers un acte qui est un acte de haine. Récemment, récemment, il y a il n'est pas belge, mais il est français, mais on va dire il est européen, Christian Estrosi, le maire de la ville de Nice, qui a dit que ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le judaïsme, mais c'est l'islam qui pose problème en France. Voilà, il a dit qu'il faut appeler un chat un chat. Donc c'est ce genre de propos-là qui attisent la haine, qui montent les communautés les unes contre les autres, qui distillent cette haine. Je pensais qu'il en est responsable Oui, bien sûr. Cette haine. Voilà, on a un exemple très clair de propos qui visent d'abord... C'est le fait de hiérarchiser, excusez-moi de vous couper, mais le fait de hiérarchiser encore les victimes. Personnellement, je trouve ça très dangereux de hiérarchiser. Voilà pourquoi lui, il a eu ce traitement et pas moi.
et ça peut amener à des propos et à des actes. Et on voit récemment des attentats avec des propos d'une extrême violence qui amènent à des actes d'une extrême violence. Je rappelle d'abord que renfermer des gens en fonction de leur appartenance religieuse, c'est extrêmement réducteur. Et quand on met comme ça une religion au-dessus d'une autre, c'est là où les problèmes commencent. Et donc aujourd'hui, les principales victimes du terrorisme qui se revendiquent de l'islam, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce qui se passe en Syrie, ce sont des musulmans qui sont touchés. Et on voit la violence de ce qui est d'abord un conflit politique. Il faut aussi pouvoir le dire. Ce n'est pas un conflit religieux. Et le danger, c'est qu'aujourd'hui, tant sur les questions sociales, en Europe, on essaye d'aller sur une lecture religieuse des faits qui permet de pointer des coupables, alors que je pense que les responsabilités sont économiques, au niveau politique, au niveau éducatif aussi, et au niveau international, sur des conflits politiques, à nouveau, on essaye d'amener une grille de lecture religieuse. Merci Safia d'avoir été mon invité ce soir. Je rappelle que vous êtes étudiante en journalisme à l'ULB. Beaucoup de courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Une excellente journée. Hajib, merci à vous d'avoir été mon invité ce soir. Aussi. On se dit peut-être à très bientôt dans une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition de Doussama Live en direct ici depuis les studios Maghreb. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.